Bonjour, bonne matinée avec nous sur France 3, il est 10h50, l'heure de parler dans l'instant R, la quotidienne des régions, de sujets qui nous concernent tous, de sujets de société, sujets tendance, sujets bien-être aussi. À l'image des accouchements naturels, un retour aux sources qui séduit de plus en plus les jeunes mamans. Nous nous rendrons dans une clinique située près de Lyon qui s'est entièrement équipée pour répondre favorablement aux patientes qui refusent la médicalisation à outrance. Je vous emmènerai ensuite visiter l'un des plus prestigieux monuments du nord de la France, l'abbaye de Vaucelles. Un édifice rénové durant des années par une seule et même famille. Des propriétaires passionnés qui ont dû s'en séparer. Nous les rencontrerons. Auparavant, c'est l'instant pratique. Et voilà une idée qui pourrait vous séduire si vous aussi vous ne supportez plus de passer 2 heures dans votre voiture dans des bouchons interminables. Le péage inversé. Il s'agit en fait d'indemniser les conducteurs qui laissent leur voiture au garage. Un modèle qui a fait ses preuves aux Pays-Bas et qui intéresse de très près la métropole de Lille. Ça bouchonne sérieusement sur l'autoroute A23 dans le sens Valenciennes vers Lille. Et beaucoup de difficultés également sur le boulevard périphérique sud de Lille. Un matin ordinaire sur le périphérique lillois. Trafic saturé, un matin noir, un de plus. Pour y remédier, la métropole européenne de Lille envisage le péage inversé. Le principe, rétribuer l'automobiliste à hauteur de 2 € pour chaque trajet évité aux heures de pointe. Oui, pourquoi pas, c'est à réfléchir. C'est pas une question financière, c'est une question d'organisation de temps. Ça ne changerait rien. Non. Pourquoi ? Non. Parce que ça me prendrait, peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure au lieu de 20 minutes, quoi. Pourquoi pas, faut voir les modalités de ce processus, mais pourquoi pas ? Dans un premier temps, des caméras vont être installées le long des 5 axes les plus fréquentés de la métropole. Elles permettront d'identifier les automobilistes à partir de leur plaque d'immatriculation. Ceux qui les empruntent le plus souvent seront contactés. Équipés d'un GPS, les volontaires qui accepteront de laisser la voiture au garage ou de modifier leurs horaires de déplacement seront indemnisés durant 1 an dans la limite de 80 € par mois. L'objectif, c'est d'atteindre une diminution de 6% du trafic à l'heure de pointe. Ça correspond environ à 2000 véhicules par jour en moins. Si on prend par exemple l'autoroute A1, c'est 12 000 véhicules qui passent tous les matins entre 7h et 9h. Et donc il faudrait en retirer environ 700 pour atteindre cet objectif. Une baisse suffisante pour mettre fin aux bouchons. Un dispositif qui a fait ses preuves à Rotterdam, 8e ville la plus embouteillée au monde. Lorsque l'incitation financière s'arrête, 80% des conducteurs gardent leurs nouvelles habitudes. En France, quand vous prenez l'autoroute, c'est vous qui payez. Là, c'est l'inverse. On récompense les gens pour ne pas rouler. Avouez que c'est un meilleur message. Mais l'opération a un coût. 14 millions d'euros sur 4 ans, un calcul assumé par la MEL. Nous n'avons plus les moyens de construire des nouvelles autoroutes et puis dans le temps, c'est des projets à long terme. Nous devons réagir maintenant. Donc utiliser 3 à 4 millions d'euros par an, subventionnés par l'État, subventionnés, je l'espère, par la région et le département, alors ça rentre dans la politique de changement de comportement. Une initiative saluée par les associations d'automobilistes qui y voient une mesure incitative plutôt que répressive et soutenue par le gouvernement. Comme vous l'avez dit, la métropole de Lille envisage par exemple ce modèle de péage inversé que je trouve de mon point de vue très malin. D'abord, je pense qu'il faut essayer, c'est ce que font les pays nordiques, puis si ça ne marche pas, on revoit la décision. Lille doit lancer son expérimentation d'ici la fin de l'année, un modèle qui intéresse d'autres grandes métropoles comme Paris, Grenoble ou Bordeaux. Alors le principe du péage inversé, également baptisé péage positif, sera testé à Lille à partir de la fin de l'année. Je vous en parlais au début de ce magazine, il y a une tendance qui se dessine. Les futures mamans sont de plus en plus nombreuses à vouloir accoucher naturellement. Ces demandes restent encore marginales face aux 800 000 accouchements enregistrés chaque année en France, mais la volonté est là, et bien là. À Sainte-Foy-les-Lyons, une clinique s'est équipée pour pratiquer des accouchements sans assistance médicale ni péridurale, mais en toute sécurité. Paul est venu agrandir sa famille. Après 2 accouchements classiques et un 3e précipité à domicile, Aurélie et Frédéric souhaitaient donner naissance à leur petit dernier à l'hôpital, mais dans des conditions les plus naturelles possibles. J'ai vraiment mieux aimé que les autres accouchements, enfin les 2 premiers, où vraiment on subissait en fait. Là je trouve qu'on choisit plus les positions dans lesquelles on veut accoucher. On est aidé mais on n'est pas dirigé. Exactement, c'est ça. Comme Aurélie, les futures mamans sont de plus en plus nombreuses à choisir l'accouchement physiologique, un accouchement sans assistance médicale ni péridurale. Une tendance forte qui pousse les maternités à adapter leur offre, c'est le cas du centre hospitalier de Sainte-Foy-les-Lyons. Depuis juin 2016, cette maternité publique propose une salle de naissance physiologique.
Il y a le ballon, il y a une liane de suspension là, sur laquelle on peut tout à fait étirer son dos, se mettre accroupi, autant pour les contractions que pour l'accouchement. L'idée, c'est quand même qu'on laisse aux parents ce qui leur appartient. C'est la naissance, c'est leur bébé, c'est leur histoire. Et nous, plus on se fait petit et discret, et plus ils sont contents. En fait, la nature fait tellement bien les choses que si on la laisse travailler, elle n'a pas besoin de nous. Pour raison médicale ou si la maman change d'avis, elle peut, à tout moment, revenir à une prise en charge classique. Allez, je reviendrai voir dans pas très longtemps comment ça marche. D'accord ? La salle nature s'inscrit dans une démarche globale de l'hôpital où le respect du rythme de la maman et du bébé est la priorité. C'est aussi pour cette raison que l'équipe médicale a choisi d'introduire l'homéopathie dans sa pharmacie. On agit sur des choses très précises comme la douleur, la dilatation du col, pour que ça marche bien, pour que ça avance bien. Et puis surtout sur quelque chose de très très important pendant le déroulement de l'accouchement, sur les états émotionnels des patientes. Être à l'écoute des mamans, répondre à leurs envies. Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon propose un accompagnement personnalisé. On va suivre du regard la paume de sa main et on va ouvrir sur l'inspiration. Cours de yoga, de sophrologie ou encore de pilates pour se préparer au grand jour. Acupuncture pour gérer les maux de la grossesse. Les femmes à la recherche de méthodes alternatives ont le choix. C'est tendance et c'est surtout que c'est efficace. Donc les gens voient l'efficacité de l'acupuncture et ils réclament de plus en plus. Ça me soulage. En fait, c'est pas facile d'être enceinte. On doit avoir le gros ventre et ça me soulage un peu. En France, la natalité est en baisse depuis 2015. 34 000 naissances de moins en 2 ans. Proposer des accouchements moins médicalisés pour cette petite maternité de 22 lits, c'était un choix philosophique, mais aussi économique. La baisse d'activité de la gynécologie a entraîné un impact financier non négligeable et on a une pression qui est légitime de la part de notre tutelle pour avoir des services hospitaliers qui soient excédentaires. Donc effectivement, c'était une volonté de la direction, mais également des professionnels, d'aller vers une nouvelle approche et de proposer une offre complémentaire. La tétée couchée, elle est bien pour la maman parce que du coup, même si tu ne dors pas, tu te reposes, mais tu ne portes pas le bébé. C'est bien pour la sécurité du bébé parce qu'il ne tombe pas. Et c'est bien pour le remettre dans son lit parce qu'il est déjà sur un lit qui ne bouge pas. Des conseils précieux pour bien commencer l'allaitement. Ici, l'accompagnement se poursuit, même après la naissance. Alors souvent, moi, les bébés, ils dorment comme ça. Au début, c'est pas facile. Les bébés savent pas faire, les mères savent pas faire, elles sont fatiguées, elles viennent de finir une grossesse, elles viennent d'accoucher. Il y a le stress, il y a... C'est pas facile, hein. Quand on vous dit « t'es sa mère, occupe-t'en » et qu'on te colle le bébé, et elles sont là « oh », ils pleurent « oh », ils veulent manger « oh », elles n'ont jamais fait ça de leur vie. Les bébés savent pas bien faire non plus. Dans un climat hormonal où on n'est pas au mieux, c'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est vraiment important d'être accompagné à ça. Comme Paul, déjà 55 bébés sont venus au monde dans la nouvelle salle physiologique en 6 mois. Même si cela représente pour l'instant moins d'une naissance sur 10 à Sainte-Foy-lès-Lyon, pour l'hôpital, c'est déjà un succès. Le retour aux sources, le retour aux valeurs, aux échanges, c'est aussi l'ambition de nombreuses associations, comme celle qui se mobilise au quotidien pour lutter contre l'obsolescence programmée des appareils électroménagers. Vous savez, ce sont ces techniques mises en place par certains fabricants pour réduire délibérément la durée de vie d'un produit et favoriser son rachat. À Villeurbanne, près de Lyon par exemple, on s'entraide pour réparer soi-même ces appareils défectueux et éviter ainsi la surconsommation. C'est l'instant Vivre ensemble. C'est une petite maison de ville située à Villeurbanne à côté de Lyon. Il y règne une grande effervescence. Dans le garage, un atelier de réparation a été aménagé. Une quinzaine de personnes s'affairent sur des ordinateurs, des téléphones portables, une chaîne Hi-Fi ou même ici un radiateur électrique. T'es sur lequel? T'es sur celui-là, d'accord. Le même. Voilà, on l'a eu, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ici, ça a bien fumé quand même. Hein. Voilà, donc on est en train de dessouder simplement les composants un par un. Et puis ensuite, on verra si on peut les remplacer ou pas. Si on a ce qu'il faut pour les remplacer, on le fera ce soir. Et puis après, on regardera si ça fonctionne. Allez. Ah bah Isabelle, elle soude comme un chef. C'est la première fois, mais je me régale. C'est parfait, c'est parfait. Ici, 2 fois par semaine sont organisés des ateliers de réparation d'objets en tout genre. L'objectif, éviter de jeter. À la SAM vient régulièrement sa spécialité, les téléphones portables.
C'est une passion, mais aussi c'était... En plus de cela aussi, il y a les échanges de connaissances en dehors du téléphone. Je peux aussi assister à autre chose et faire autre chose. Donc du coup, il y a des gens qui sont plus doués dans d'autres domaines peut-être que ce domaine-là, où je vais quand même acquérir des connaissances. Le but ici est d'apprendre à réparer soi-même, d'abord avec l'aide des bénévoles et puis tout seul si c'est possible. La convivialité, c'est vraiment une idée sur laquelle on se base, puisque c'est de dire qu'on efface un peu la distance entre le spécialiste qui lui va prendre la chose, se dire bon voilà c'est temps, etc. Nous vraiment c'est cet aspect humain qu'on met en valeur, quoi. Les appareils électroménagers en fin de vie retrouvent une deuxième jeunesse. Jacques, lui, a trouvé un sauveur pour son vieil ampli. On a eu plusieurs essais, monsieur est venu 4 fois. Et du coup, on a fini par trouver l'ampli, le schéma de l'ampli et de localiser la panne. J'ai plutôt gagné si ça me fonctionne. Ceci dit, c'est un appareil qui a plus une valeur sentimentale, enfin, souvenir il est un peu décalé au niveau technologique, mais c'est mon premier, il date de 40 ans. Donc ça fait plaisir. Ici, tout le monde se prend au jeu, même quand les réparations sont quasi impossibles, on tente le coup, comme avec ce lecteur DVD. Ni Benjamin ni moi ne sommes spécialistes de la question. Enfin, moi, je suis venu justement parce que j'y connaissais rien. Mais donc, Benjamin, d'habitude, répare plutôt les appareils photo. Donc, on essaye et puis on verra bien si on arrive à quelque chose. L'enjeu est d'accéder à la tête de lecture pour voir si le problème vient de là. Lutter contre l'obsolescence programmée de la plupart des appareils technologiques est un peu le point commun de toutes les personnes qui participent à ces ateliers. Moi, j'ai envie d'éviter que les choses partent à la benne, donc si on peut essayer de les remettre en état, voilà, je trouve le principe ici super parce que y a plein de monde, il y a plein de gens qui connaissent, qui ont envie de partager leurs connaissances et puis on peut s'entraider aussi. C'est-à-dire que voilà, moi je sais que s'il y a quelqu'un qui a un peu des besoins en informatique, peut-être je donnerai un petit coup de main, même si je ne suis pas expert, voilà. À côté des ateliers citoyens, existent de plus grosses structures spécialisées dans la réparation et le reconditionnement d'appareils électroménagers. C'est le cas du réseau Envie, dont des structures existent un peu partout en France depuis 30 ans. À Lyon, environ 70 appareils sont remis en état chaque semaine. Pour celle-ci, tout va à peu près, à part pour là, niveau d'eau. Niveau d'eau qui monte beaucoup plus haut que ce qui est censé être. Donc je vais devoir le changer. Une fois cette pièce changée, je vais devoir commencer à enlever certaines parties de la machine pour pouvoir les nettoyer. Nettoyer l'intérieur du bac, nettoyer la manchette, faire un nettoyage complet de ce qui pourrait être ou faire des peintures s'il y a besoin. Chaque machine est passée au crible, testée et rénovée avant de retrouver un propriétaire. On fait toute une phase de tests visuels, après de tests mécaniques, électriques. On a des contrôles techniques faits par nous, les chefs d'équipe. Et on a un très gros nettoyage intérieur et extérieur avec une désinfection. Un réseau qui est aussi devenu un acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire car les personnes embauchées sont toutes en réinsertion professionnelle. Pour le consommateur, cela permet d'acheter des appareils d'occasion en excellent état et à un prix défiant toute concurrence. À venir dans l'instant R, une visite et une rencontre. La visite de l'abbaye de Vaucelles dans le Nord et la rencontre de ses propriétaires qui se sont battus durant des années pour restaurer cet édifice. Aujourd'hui, ils s'en séparent, non sans tristesse. Je vous emmènerai également découvrir le travail minutieux d'Andoche Prodel, un céramiste reconnu dans le monde entier, vous verrez. Mais avant cela, parlons d'une solution naturelle pour retrouver de l'énergie, la spiruline, une micro-algue riche en fer et en protéines. Alors la spiruline, une solution miracle. L'une de nos équipes a donné la parole à des fabricants, à des consommateurs et à des médecins. Sous forme de paillettes, de comprimés ou de pâtes, la spiruline est une microalgue qui connaît un succès grandissant. Qualifiée d'aliment miracle ou de super aliment, on lui prête 1000 vertus contre la fatigue ou pour renforcer l'immunité. Dans les boutiques depuis 5 ans, elle a envahi les rayons. On la trouve aux environs de 150 € le kilo. Mais ça ne décourage pas les clients. Les ventes augmentent de 15% chaque année en France. J'ai plus d'énergie. Avant, je buvais plus de thé ou de café. Et puis maintenant, la pilule le matin, un thé, et puis c'est parti. Moi, à titre personnel, je fais des cures de spiruline. En ce moment, j'en fais une d'ailleurs. Je trouve qu'on est moins fatigué. Il y a un apport effectivement de fer, de minéraux
et il y a une vraie différence, je trouve. De quoi est-elle vraiment composée? Est-elle si miraculeuse? À l'origine, cette micro-algue pousse naturellement dans les eaux chaudes et douces, comme au Tchad ou en Chine. En France, elle est produite par une centaine de producteurs, 2 fois plus qu'en 2012. Alors voilà la serre à spiruline, les bassins de production. Donc là, il y a 6 bassins de production qui représentent 2000 m². Ici, dans l'Eure-et-Loir, Dominique Guérin la cultive depuis 3 ans. Ces bassins reproduisent les conditions d'un lac avec mouvement, lumière et chaleur dans une eau très contrôlée. La spiruline concentrée, voilà, c'est ce que c'est. On a besoin de recréer un milieu avec des nutriments, à savoir du bicarbonate, de l'azote, du phosphore, du potassium, du fer, des oligo-éléments. Une algue nourrie avec de nombreux nutriments qui se retrouveraient ensuite dans les gélules et expliqueraient certaines de ses vertus. Mais avant cela, la spiruline doit être traitée dans cette essoreuse. Elle va ensuite être pressée pour évacuer le surplus d'eau. Voilà, la spiruline fraîche. Cette spiruline, à cet état-là, peut se consommer comme telle, directement. Et pour conserver les vitamines et minéraux qui seraient détruits par la chaleur, elle sera séchée à basse température. Une fois cette transformation terminée, que reste-t-il réellement de ces nutriments bénéfiques? Nous avons demandé à ces chercheurs d'en analyser un échantillon. Voici à quoi elle ressemble au microscope. Des petites spirales très riches en protéines. Pour 100 g de poudre, 60 g de protéines. Mais pas seulement. Ça apporte de la vitamine A, ça apporte du calcium, ça apporte du fer. C'est le principal composé qu'on va trouver. Une recette qui, selon ce retraité, lui apporte un regain de tonus. Chaque matin, il en mélange à son jus d'orange. Il a commencé cette cure alors qu'il avait du mal à se remettre d'une opération. Ma femme et moi, on s'est aperçu que je pouvais aller dans le jardin, que je pouvais marcher allègrement, au lieu de me traîner. Mais attention, pour ce médecin nutritionniste, la spiruline riche en protéines ne remplace pas la viande ou les légumineuses. Il ne faut pas en attendre des miracles, il faut simplement peut-être en attendre un petit plus, mais vraiment, c'est sur votre alimentation que vous devez compter. De son côté, l'ANSES, l'Agence de sécurité de l'alimentation, recommande de bien vérifier la provenance de la spiruline avant de l'acheter, notamment sur Internet. L'agence a retrouvé des bactéries ou des traces de métaux lourds comme du plomb ou de l'arsenic dans des algues produites à l'étranger. Mieux vaut donc privilégier la spiruline certifiée et contrôlée. Lui aussi, pour réaliser ses créations, utilise un produit 100% naturel, la terre. Andoche Prodel est céramiste en Corrèze. De ses mains, il fait naître des bols, des plats, des vases et parfois même des sculptures. Un travail minutieux et reconnu. Il a d'ailleurs exposé il n'y a pas si longtemps à Tokyo. Suivez-moi, on part à sa rencontre. C'est l'instant portrait. Pour rencontrer Andoche Prodel, il faut aller jusqu'à Loubignac, petit hameau de Corrèze où l'artiste est né. Il a installé son atelier dans la maison de ses grands-parents maternels. Depuis bientôt 30 ans, il y crée des céramiques. Alors ils sont bien cuits, mais sur celui-là, il y a un accident, un bout de terre qui est tombé. Alors là, par exemple, c'était réussi. Et la façon dont l'émail, justement, a donné 2 réactions, ça c'est plus ou moins imprévisible, mais ça arrive comme quelque chose de naturel. Philosophe venu à la peinture, Andoche Prodel avait envie de sortir du cadre. Dans les années 80 au Mexique, où il étudie le mouvement muraliste, il rencontre un Japonais qui enseigne la céramique. Ce travail de la matière est une révélation. Andoche Prodel part alors au Japon, se perfectionne. Il découvre l'esthétique du raku et la longue lignée des potiers raku. Effectivement, on ne sait pas qu'il y a une famille qui s'appelle Raku, qui en est la 15e génération, bientôt la 16e. Et le mot Raku lui-même, l'idéogramme, c'est joie, en fait. Ça a du succès parce que c'est rapide. Et puis, c'est un côté un peu festif. Vous voyez, on peut le faire avec des amis. Il n'y a pas besoin de connaître grand-chose pour réaliser quelque chose et avoir la surprise. Objet ordinaire en Occident, le bol raku est très prisé au Japon. Bol de la cérémonie du thé, ni trop grand ni trop lourd, un pied qui laisse voir la terre brute, un art millénaire dans la main du potier.
pense que le bol, c'est toujours fondamental. Et moi, je fais régulièrement des bols, je ne fais pas que ça, parce que c'est un peu comme des gammes aussi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a l'impression toujours de repartir à zéro presque. Et il faut maintenir une espèce d'habitude gestuelle. La terre, c'est le sujet d'étude du céramiste. Andoche Prodel aime façonner des pièces dans la terre ocre de la Corrèze, une argile que ce fils d'agriculteur prospecte tout près de chez lui. Il faudra de longs mois avant que cette terre sauvage devienne un bel objet. J'avais commencé à utiliser uniquement la terre d'ici, parce que je trouvais fantastique l'idée que le paysage tout d'un coup soit congelé, fixé, cuit, et que voilà, on ajoute à la nature telle qu'elle existe. Mais j'ai vite arrêté d'utiliser seulement ça parce que effectivement c'est énormément de travail et ça prend trop de temps. C'est un peu baroque. Raku, grès, porcelaine, chacune des céramiques d'Andoche Prodel est une pièce unique, un contenant original. La céramique est, dit-il, entre peinture et sculpture, un art à part entière. L'important, c'est de lui donner l'exigence d'un art. Parce que si on dit c'est un art mineur, on va faire des petites choses sympas qu'on va vendre facilement, enfin qu'on va chercher à vendre. Et puis si on dit c'est un art, alors ça veut dire qu'on se casse plus la tête et qu'on en attend plus. C'est plus difficile à vendre aussi. Céramiste reconnu, membre de l'Académie internationale de la céramique, Andoche Prodel expose régulièrement en France, au Japon et dans de nombreux autres endroits dans le monde. En Limousin, aucune exposition ne lui a encore été consacrée. Allez, on quitte la Corrèze pour rejoindre le nord et découvrir l'abbaye de Vaucelles, un monument riche en histoire, rénové durant des années par ses propriétaires. Une famille qui a tout fait pendant 45 ans pour redonner vie à l'édifice. Et il en a fallu de la patience, de la détermination et du courage. Mais avec le temps, il devenait de plus en plus difficile de l'entretenir. L'abbaye a donc été vendue au département, non sans émotion. C'est l'instant découverte. Alain et Marie-Maxellan de la Goutte passent la main. Pourtant, sans eux, il ne resterait probablement pas grand-chose de l'abbaye de Vaucelles. Un édifice exceptionnel auquel ils ont consacré plus de 45 années. Ça a été toute notre vie. À partir du moment où on a acheté Vaucelles en ruine, on a tout fait pour remonter cette abbaye, pour qu'elle reprenne vie, qu'elle reprenne un peu d'éclat et qu'elle reprenne déjà ses formes, parce que c'était quand même un tas de pierres. L'hiver 1970, quand ils ont un coup de cœur pour ces lieux, seuls quelques murs subsistent. Il y avait de l'eau qui coulait de partout, il y avait de la glace partout, il n'y avait plus de toit, plus de fenêtres, plus de portes, plus rien pour soutenir les piliers. Et il a dit on ne va quand même pas laisser un endroit aussi magique comme ça. L'abbaye de Vaucelles, fondée au XIIe siècle par saint Bernard, a été complètement détruite pendant la Première Guerre mondiale. De l'époque médiévale, il ne reste aujourd'hui que l'aile des moines, qui abrite la salle capitulaire cistercienne, la plus grande d'Europe. Le plus difficile pour les époux Lagoutte a été de réaliser les travaux, mais surtout de les financer sur plusieurs décennies. On a eu pas mal d'aides, on a eu des amis qui nous ont aidés, des bénévoles, une subvention par-ci, une subvention par-là. Et puis, bon, on arrivait à faire la pointe, un petit peu d'emprunt, tant et si bien qu'on a fini par quand même arriver à faire quelque chose de servine, quoi. Aidés de leur fille Anne, ils ont redoublé d'inventivité pour trouver des fonds et ouvrir l'abbaye au public à travers des expositions comme celle des orchidées ou celle de Noël. On a tenu ça à 3 avec l'aide de beaucoup de gens, mais on a toujours tenu à 3, ouais, ça c'est sûr. Quelle folie! Oui, je ne sais pas si c'est de la folie, mais on l'a fait. C'était bien, on a fait plein de choses, on a rencontré plein de gens, on a eu des grands moments aussi, hein, mais à un moment il faut prendre des décisions. Vendre pour que la rénovation se poursuive sans eux, une décision difficile pour Alain Lagoutte. C'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que la gestion d'un bâtiment comme celui-là est vraiment très coûteuse. Nous avions une situation que n'ont pas nos enfants, ça fait qu'il était raisonnable d'arrêter. C'est le département du Nord qui s'est porté acquéreur pour un peu plus d'1 900 000 €, avec dans l'idée de poursuivre ce qui a été entrepris, associé patrimoine et culture. On se dit que sur Vaucelles, il y a encore
au prix de quelques fouilles, des choses certainement assez extraordinaires effectivement à retrouver. Et puis on va développer un projet culturel. Alors déjà, des noms comme Jean-Claude Casatsu, comme Jean-Claude Magloire, comme Emmanuel Haïm, je dirais pas qu'ils se battent pour venir à Vaucelles, mais c'est pas loin, et je trouve ça plutôt sympathique. Et le lieu a de quoi faire rêver. Des espaces entiers, comme le dortoir des moines ou le palais abbatial du XVIIIe siècle, sont encore à rénover. Autant de promesses et de possibles à inventer. Et pour d'autres belles histoires, d'autres reportages qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne, je vous donne rendez-vous demain à 10h50 sur France 3 pour l'instant R, l'émission qui met en lumière les régions.